Bonjour, je suis Françoise Linard, psychiatre en maladies infectieuses dans des services de maladies infectieuses parisiens, l'hôpital de l'Hôtel-Dieu et l'hôpital Tenon. Christine Kafando, est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Je suis Christine Kafando, je viens du Burkina Faso et je suis militante dans les associations de lutte contre le VIH depuis plusieurs années déjà. Donc Christine, nous nous connaissons maintenant depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous pourriez nous expliquer et rappeler comment nous nous sommes rencontrés? Mais il faut dire que la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était au Burkina Faso, lorsque vous étiez venu pour donner des cours du DU à Ouagadougou, qui rassemblait toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ce DU s'est déroulé à Ouagadougou. Et c'est dans ce sens-là que vous et moi, nous avons animé une séance essentiellement sur l'accompagnement de la prise en charge psychologique et sociale dans ce DU-là. Voilà, je faisais le psychologique voilà. Et vous faisiez l'accueil des personnes atteintes. Exactement, le volet communautaire. Voilà. Et donc Christine, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel titre vous participiez justement à cette session? En fait, il faut dire que je participais à cette session sur deux aspects. Parce que j'étais une associative engagée dans la lutte contre le VIH-Sida et mon engagement part du fait que j'étais moi-même une personne séropositive dépistée depuis plusieurs années déjà et dans le paysage de la lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso, je suis une des entre guillemets des leaders et premières femmes à témoigner à visage découvert au Burkina Faso et d'où mon expérience à partager dans le même atelier que vous. Voilà. Un très bon souvenir. Donc aujourd'hui, quelle place vous occupez et en quoi consiste cet accueil des personnes atteintes? Il faut dire que l'accueil des personnes vivant avec le VIH a plusieurs aspects au niveau communautaire. Il y a l'aspect social, l'aspect médical et l'aspect psychologique. Et nous, essentiellement, on travaille beaucoup sur les aspects social, moral, un peu psychologique, entre guillemets, parce que nous ne sommes pas des psychologues, mais on fait office de psychologue parce qu'il n'y a pas de psychologue engagé pour accompagner les malades. Et l'accueil se fait au niveau de l'association pour aider les malades à accepter l'annonce de leur sérologie et les aider à les accompagner en aidant à améliorer et à amoindrir le choc de l'annonce. Voilà. Alors justement, si on s'interroge sur les différentes parties du parcours d'une personne séropositive, le premier moment qui est un moment souvent très difficile et qui marque un avant et un après, c'est le moment de l'annonce. Quelle procédure ou quels conseils ou quels axes vous travaillez pendant cette annonce? Il faut dire qu'au moment de l'annonce, c'est très très difficile. Et tout ça, ça dépend des personnes. Il faut prendre les questions au cas par cas parce que chaque personne est identique à sa personne même. Donc, du coup, c'est pas la même approche. Ça dépend de la réaction de la personne. Et en ce moment, nous, on essaie de mettre en place un accompagnement avant le pré-test. C'est-à-dire qu'avant même de faire le test, il y a tout un counseling qu'on fait pour préparer la personne à un éventuel résultat positif ou négatif. Et en fonction de ce pré-test-là, on comprend si la personne est mentalement préparée, psychologiquement, entre guillemets encore, préparée pour recevoir un résultat positif. Et si la personne est prête, en ce moment, on va au dépistage. Et lorsque le résultat revient et que le résultat est positif, et en ce moment, l'annonce est très difficile. Mais on finit par l'annoncer et tout de suite, on voit qu'il y a... C'est comme si on n'avait pas fait une préparation. Le choc est là. Le choc est là. Il y a l'émotion, il y a les pleurs, il y a l'angoisse. Tu sens que la personne a du mal à s'exprimer. Et bon, dans des occasions comme ça, il faut laisser la personne s'exprimer, pas verbalement, mais en pleurant, prendre le temps de digérer son annonce avant de pouvoir poursuivre notre entretien. Alors, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire et profitable que les personnes en parlent
autour d'elles, dans leur entourage. Quelles indications vous proposez? Mais en fait, tout de suite, on ne propose pas aux personnes de parler d'abord à l'entourage parce qu'elles-mêmes, elles viennent de l'apprendre. Donc, il faut qu'elles l'acceptent. Et après, quand on donne du temps à la personne à digérer, à réfléchir, mais pendant ce temps, on l'oriente quand même pour des prises en charge sur les aspects médicaux. Et au second rendez-vous va proposer en commun accord avec le client, on essaie de voir si la personne est apte, elle est prête à partager maintenant ses émotions d'abord avec nous et si elle a besoin d'aide ou pas pour partager dans son entourage, si elle a besoin de parler de son vécu. En ce moment, on est disposé à l'écouter, à l'entendre et à l'aider, à la conseiller, à ce qu'elle puisse être vraiment dans un circuit adéquat de prise en charge globale. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut qu'elle conserve une certaine intimité? Est-ce que c'est bien de le raconter à l'entourage? Est-ce qu'il y a toujours un petit problème autour de la confidentialité en Afrique? Exactement. Et souvent, la nouvelle peut courir, comme on dit. Exactement. En Afrique, il faut faire très attention, particulièrement au Burkina Faso, parce que dire sa sérologie, tu peux être après vu comme un oiseau de mauvaise augure, surtout quand c'est les femmes, elles sont plus stigmatisées que les hommes. Et annoncer sa sérologie, voilà, tu t'attends à une stigmatisation parce que les personnes qui ne sont pas dépistées, que j'appelle entre guillemets les séro-ignorants, peuvent mal interpréter le VIH parce qu'aujourd'hui la stigmatisation, le rejet est toujours d'actualité en Afrique, particulièrement au Burkina Faso. Donc nous, on ne conseille pas aux gens d'aller informer dans l'entourage, mais de voir dans quelle mesure la personne en qui la personne a plus confiance, la personne à qui elle pense qu'elle peut garder un secret et pouvoir l'accompagner en cas de nécessité dans le système de prise en charge. En ce moment, c'est à elle de choisir la personne qu'elle veut et nous, on l'aide. Soit on peut l'aider à l'annoncer et si elle ne veut pas, elle peut l'annoncer elle-même. Et en ce moment, nous, on passe derrière maintenant pour voir si tout va bien, si la personne qui a bien reçu l'information de la sérologie est capable de la garder et de ne pas la divulguer dans la communauté. C'est ce qu'on pourrait appeler une personne à qui on fait confiance. Exactement. Alors, par exemple, pour nous donner un cas d'annonce, est-ce que vous pouvez nous raconter la dernière annonce, la dernière fois que vous avez fait une annonce et le déroulement, comment ça s'est passé? C'était très difficile et très émouvant parce que la dernière fois que j'ai fait une annonce, c'était avec une dame et ça s'est passé lors d'une campagne de dépistage national et on a encouragé cette dame à aller au dépistage parce qu'on sentait qu'elle était tout le temps malade, elle se plaignait tout le temps et elle avait un bébé qui était très malnutri et finalement on a pu la convaincre, elle est allée au dépistage. Et mais ça c'est des dépistages groupés, hein. C'est même pas des dépistages où on te prend individuellement pendant plusieurs jours, tout ça, c'était une campagne, donc c'est délicat. Et elle a accepté de faire le dépistage et quand elle est revenue avec son résultat, on s'en doutait quand même un peu et c'était positif et donc du coup il fallait faire l'annonce. Et lorsque je lui ai parlé de sa sérologie, et bien, en fait, on a repris d'abord l'entretien qu'on avait eu, même si c'était pas assez concentré comme un counseling, mais j'ai repris quelques notions de, voilà, quand on est positif, qu'est-ce qu'il faut faire, quand on est négatif, comment il faut se comporter, tout et tout. Et là, elle attendait, je sentais qu'elle voulait son résultat. Et tout de suite, j'ai annoncé le résultat. Et c'est fini, il n'y a plus de communication parce qu'elle s'est effondrée en larmes, elle pleurait. Et puis voilà, et on essaie de voir comment on peut l'aider à surmonter le choc, mais dans l'immédiat c'est difficile parce qu'elle n'entend pas. Elle n'entend pas ici, c'est pourquoi je suis infectée, qu'est-ce qui m'arrive. Et voilà, elle a commencé à citer ses problèmes de son enfant malade, elle n'a plus de parents, son mari l'a abandonnée même pendant qu'elle était enceinte. Donc ça fait un gros poids sur elle en plus de l'annonce du VIH et la gestion de ça déjà lui pose beaucoup de questions. Et donc ces questions,
bon, c'est quelques temps après qu'on a essayé de comprendre mieux ces questions et voir dans quelle mesure on peut l'accompagner. Voilà. Et alors, ça, c'était très difficile, effectivement. Et il y a le bébé aussi qui est malade. Il faut l'orienter vers des structures de prise en charge pédiatrique. Et c'est pas évident, étant donné que c'est pas intégré. Alors, sur le plan psychique, justement, est-ce que vous arrivez à permettre à ces personnes de dire quelque chose de ce qu'elles ressentent, parce qu'on sait qu'en Afrique c'est pas non plus quelque chose d'aisé que d'éviter d'évoquer son intimité, c'est-à-dire dire qu'on est triste ou dire qu'on est désespéré, éventuellement dire qu'on pense à la mort ou qu'on pense à se suicider. Est-ce que vous arrivez malgré tout à permettre à ces personnes d'en dire quelque chose? Ben, comme je l'ai dit, ça dépend des personnes, c'est au cas par cas. Il y a des personnes avec qui on échange et on leur pose des questions à savoir qu'est-ce qui les angoisse, quel est leur problème, est-ce qu'ils ont envie de parler de leur vécu, de leur quotidien, pour ensemble essayer de trouver des voies et moyens pour les aider. Mais il y a certains qui souffrent, qui disent, mais il y a certains qui restent enfermés, qui ne veulent pas du tout. Mais il faut reconnaître que dans notre contexte là, les personnes sont plus renfermées sur leurs problèmes. On n'étale pas son vécu, ses problèmes devant les gens comme ça. On préfère en garder. Et même si ça va prendre plusieurs années, petit à petit, tu pourras le dérouler, mais à la personne vraiment qui t'accompagne, en qui tu es sûr à 100% que bon, c'est là que tu peux trouver ton aide. Sinon, c'est difficile d'étaler son vécu comme ça. Et puis, c'est très difficile. Mais bon, quelquefois, comme j'ai dit, c'est pas tout le temps, c'est au cas par cas. Alors justement, c'est tellement difficile que la prévention et même la prise en charge des problèmes psychologiques est quasi inexistante, à part justement cet accompagnement heureusement présent que les associations font. Est-ce que ça vous arrive malgré tout d'avoir des nouvelles de gens qui ont essayé de se suicider ou qui n'arrivent plus à bouger, sont dans des situations de dépression profonde? Ben là c'est très très délicat parce que nous ne sommes pas des psychologues, donc c'est pas pour moi le suivi psychologique c'est un acte, je dirais, médical, et nous ce qu'on fait c'est du social, c'est du communautaire. Et le communautaire, on les suit, c'est vrai, on les accompagne, mais sur le plan psychologique, il faut dire que dans notre contexte, il y a quand même vraiment un manque criard à ce niveau-là. Et donc, nous, on essaie de monter le moral, on essaie de rassurer, parce qu'on sait qu'il y a le traitement, parce qu'on sait qu'il y a des associations qui peuvent t'accueillir, il y a les groupes de parole, ainsi de suite. On peut te mettre dans une file active pour les soins, mais la prise en charge psychologique pour détecter le problème de la personne, qui peut-être des idées de suicide, des idées... On a vu des gens qui se sont immolés, qui se sont mis au début du VIH dans des draps et puis se sont brûlés. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement psychologique en son temps et que ces personnes sont arrivées à là. Et il y a des personnes carrément qui décrochent avec leur activité. Elles avaient un revenu et après elles perdent tout ça parce que psychologiquement ça ne va pas. Mais nous, en tant que communautaire, on n'a pas cette capacité-là. Et je pense que c'est le travail des psychologues, des psychiatres, et qui peuvent nous aider à vraiment répertorier ces difficultés et pouvoir apporter une réponse pour compléter la prise en charge que nous faisons sur le terrain. Alors il faut quand même signaler que le Burkina manque cruellement de ressources dans ce domaine, avec à peine une dizaine de psychiatres et quand même un peu plus de psychologues, mais certainement pas assez. En revanche, il y a un rôle minimal mais important des attachés de santé. Exactement. Il faut dire que dans notre contexte, c'est plus avec les attachés de santé en psychiatrie que nous travaillons, avec qui nous faisons appel quelquefois dans les associations pour faire office de psychologue et accompagner les familles et leurs enfants. Et c'est vrai que c'est assez important, mais je pense qu'il faut qu'on ait des psychologues attitrés pour pouvoir vraiment accompagner les malades. On pense que le VIH est fini parce qu'il y a les traitements, il y a les soins, il y a les associations, les gens supportent bien depuis un certain temps le progrès de la médecine, des antirétroviraux. Mais le volet psychologique n'est pas résolu et on est toujours confronté à ces difficultés-là. Bon, les infirmiers attachés de santé sont là, c'est très bien, mais je pense qu'on a besoin d'accompagnement de façon spécifique des psychologues pour nous aider.
Alors, dernière question. C'est une tâche rude et lourde pour vous psychologiquement. Est-ce qu'il y a des dispositifs justement prévus pour vous soutenir, vous les associatifs, et pour vous aider à évoquer et à réfléchir sur justement cette charge psychique extrêmement lourde que vous portez? Ça, vraiment, je suis au regret de le dire devant tout le monde, tous ceux qui veulent l'entendre. Il n'y a pas de cadre pour accompagner les personnes qui accompagnent les malades. Il n'y a pas ça n'existe pas, il n'y a pas ce dispositif-là. Et dans les associations, on avait essayé de mettre en place ce qu'on appelle les sorties récréatives, les groupes de parole, les groupes d'autosupport, pour essayer de se réconforter entre nous. Mais parmi nous, il n'y a pas de spécialistes qui écoutent nos problèmes, nos difficultés et qui apportent une réponse. Et voilà, on rentre chez nous à la maison, le soir, on est tendu avec la famille, on ne comprend pas, on est désagréable avec les enfants, parce que ce qu'on a vécu dans toute la journée, on l'amène à la maison, mais il n'y a pas, c'est-à-dire on n'a pas d'appui où il faut s'adosser pour pouvoir rebondir. Donc on est tout le temps en train d'encaisser. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne prennent pas leur retraite dans les associations. Merci Christine, merci de ces remarques qui montrent encore une fois des besoins toujours dans le même domaine, c'est-à-dire les troubles psychiques et leur prise en charge qui sont encore aujourd'hui bien insuffisants. Merci beaucoup.